Bonjour à tous, bonjour chers compatriotes. Ce matin, je voudrais faire cette vidéo pour répondre. Alors, je disais que je voulais faire cette vidéo pour répondre rapidement à Monsieur Denis Cazion, directeur général du Nouveau Réveil, qui est l'organe de propagande du PDCI RDA. Monsieur Bédier, qui dit, entre autres, la réalité est que la Côte d'Ivoire a besoin de Bédier, de son âge, de son expérience, de ses mains, sans une seule tache de sang. La jeune génération a gâté le pays, la grande et belle génération de l'expérience de l'amour partagé, la courageuse génération de la paix, de la cohésion nationale, se donne le devoir de tout réparer, avec l'onction du peuple qui fonde plus que jamais ses espoirs en elle. Alors, je voudrais donc à nouveau vous dire bonjour Monsieur Ibrahim Ouattara, Monsieur Kamagaté, Ilias, Ginalsi. Bonjour à vous tous. Comme d'habitude, on va aller vite. Alors, c'est pour dire à Monsieur Cazion que nous nous sommes heureux que le débat soit sur le terrain intellectuel, sur le terrain des arguments. Et c'est cela la démocratie. Et nous disons qu'il ne faut pas insulter l'intelligence et la mémoire des Ivoiriens. Il ne faut pas insulter l'intelligence et la mémoire des Ivoiriens. Parce que Bédier est un acteur politique de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et à ce que je sache, cette histoire-là, elle est récente, l'histoire des 20 dernières années, pour que on laisse quelqu'un, un individu, falsifier cette histoire. J'ai dit que M. Bédier a plus de sang d'Ivoiriens versés sur la conscience que M. Gbagbo, M. Gueye, M. Ouattara réunis. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que c'est M. Bédier qui, en 93, n'est-ce pas, a sémé le discours de la division du pays. C'est M. Bédier qui, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, a inséminé dans les esprits des Ivoiriens qui, jusqu'ici, vivaient en paix, en harmonie, qui donc a inséminé le discours de la division, le discours de la ségrégation, le discours de la hiérarchisation des Ivoiriens en pur et impur. Il a mis en place ce que lui il a appelé l'ivoirité, avec des laboratoires, le Kurdif et autres, qui, n'est-ce pas, étaient chargés de donner un contenu à cette idéologie d'ivoirité. Et ivoirité qui, n'est-ce pas, a été émergé en concept de direction de notre pays dans le conflit qui opposait le président Bédier au président Ouattara. Pour lui, il fallait choisir tout ce qui est national, rejeter celui qu'il présentait comme étranger, le Burkinabé, comme il a écrit dans son livre par son père, son livre Le chemin de ma vie. Et donc les Ivoiriens devaient rejeter donc le Burkinabé et tous ceux qui, n'est-ce pas, soutenaient ce Burkinabé-là étaient présentés comme des gens ayant un problème avec eux-mêmes, leur nationalité, étant des apatrides, étant des traîtres à la nation. Et des gens comme les Pierre Kipré ont lancé dans la même année, qui était son ministre d'ailleurs, les notions d'Ivoiriens de souche multiséculaire et les notions d'Ivoiriens de circonstances. Voilà donc comment Bédier divise le pays
Voilà donc comment Bédié instrumentalise les médias pour rendre dominant un discours de ségrégation, un discours de division des Ivoiriens en pur et en impur, en Ivoiriens de circonstances, créant une situation intenable dans le pays, de pourrissement social et politique dans le pays, qui lui a valu d'ailleurs d'être victime de coup d'État en 99. Il a été chassé du pouvoir par des fils du pays. Il a appelé à l'insurrection pour défendre son régime et c'était un silence total parce que les Ivoiriens n'adhéraient pas à sa politique de division. Aucune personne n'est sortie pour le défendre. Et donc, quand j'entends M. Casillon, directeur de publication ou directeur général du groupe Nouvelle, comment ils appellent ça, Réveil Hebdo, je crois que c'est ça, dit que Bédié n'a aucun sang versé sur la main. Je dis, mais Bédié, vous mentez à qui? Gbagbo, qui en 99, après le coup d'État, a repris le discours d'ivoirité de Bédié à l'ex-Haïtassi. Gbagbo n'était pas quelqu'un qui était dans le discours identitaire. Il faut le dire, en vérité, c'est notre frère de Gaïwa. Gbagbo simplement a vu que Bédié avait instrumentalisé, avait chauffé à blanc une partie de la population avec le discours identitaire. Cette partie non politisée, manipulable était là. Et il a voulu se servir de cette partie-là comme instrument, comme, n'est-ce pas, bouclier dans son schéma de conquête de pouvoir, parce que Ouattara était encore là. Il n'a fait que instrumentaliser, continuer le discours de Bédié. C'était ce qu'en Côte d'Ivoire on appelle « prête-moi ton palabre hein, », comme on dit chez nous, « prête-moi ta palabre ». Voici ce que Gbagbo a fait. Gbagbo, à l'époque, c'était un socialiste. Nous-mêmes étions membres du parti de Laurent Gbagbo, le FPI, des hommes de gauche, mais qui voyant que notre peuple n'était pas suffisamment mature et qu'on pouvait le manipuler avec le discours identitaire, le discours ethnique, c'est ce que les gens aimaient entendre et que ce que Bédié faisait, il n'a fait que continuer ce que Bédié a fait. Il n'a fait que prêter le palabre de Bédié et il a été victime des conséquences de ce palabre, c'est tout. Sinon, celui qui a divisé ce pays, celui qui a amené ce discours de division dans ce pays, c'est bien Henri Konan Bédié. C'est lui qui a armé les cœurs, c'est lui qui a armé les esprits. Et donc tout le sang versé dont Denis Cajon parle, celui qui en a été l'organisateur, le commanditaire, celui qui a préparé cela dans les esprits, c'est bien Henri Konan Bédié. C'est lui qui, pour la première fois, est venu dire à des Ivoiriens, certains sont purs et impurs. Certains sont de souches multiséculaires et de circonstances. C'est ce discours qui a continué après lui. Mais c'est lui qui en est l'auteur principal. Je me souviens encore des propos de Laurent Gbagbo qui parlant de ce discours-là, disant que c'est un discours identitaire dont la Côte d'Ivoire n'a pas besoin. C'était ça les propos de Gbagbo, mais qui par opportunisme, lorsque Bédié est parti, il a utilisé ce discours-là, croyant s'en servir pour exclure Ouattara. Parce que, bon, voilà, il y avait déjà une population qui adhérait à ce discours. Les gens voulaient entendre ce type de discours, qui est un discours facile. La manipulation de la haine de l'autre, la manipulation de l'identité, de l'ethnie. Mais c'est Bédié qui a envoyé ça dans notre pays. C'est Bédié qui a divisé ce pays. Et donc, il est mal placé, Denis Cajon nous dit que Bédié n'a pas de sang versé sur la main. Bien au contraire, c'est Bédié qui a occasionné tout le sang versé en Côte d'Ivoire. Il faut se dire la vérité. Il ne faut pas se mentir. Et donc un individu pareil ne peut pas incarner la propreté. L'homme de paix, non, c'est l'homme de division, l'homme de la guerre dans notre pays. Ça, c'est le premier élément à rappeler à l'histoire, aux générations nouvelles. Alors, quand on parle de sang versé et qu'on veut présenter Bédié comme le monsieur propre, mais le sang versé dont il parle, est-ce que Bédié n'était pas un acteur, partie prenant, n'est-ce pas, dans l'action de guerre en Côte d'Ivoire? Il a bien soutenu la rébellion à Marcoussis.
C'est d'ailleurs lui qui, pour que ceux qui ont fait la guerre puissent être pris en compte dans le débat politique, a dit qu'il fallait prendre en compte les forces nouvelles. Voilà d'où vient le nom Force Nouvelle. C'est une création de Bédié. Force Nouvelle, sinon c'était le MPCI, Mouvement Patriotique de Côte d'Ivoire, mais qui à Marcoussis devient Force Nouvelle sur proposition de Bédié. Et Bédié lui-même a soutenu cette rébellion, le PDCI, et ils ont mis en place pour, n'est-ce pas, affaiblir Gbagbo, le groupe avec la rébellion qui était le G7. J'ai encore les procès-verbaux des discussions au sein du G7 à Paris où le représentant du PDCI était bien Sila Mamadou. J'ai encore les PV avec moi ici. Donc arrêtez de falsifier l'histoire. Arrêtez de mentir. Arrêtez de vous tailler une image de monsieur propre dans le pays alors que vous êtes ceux qui avaient amené la guerre dans ce pays. C'est de ça il s'agit. Le PDCI n'est pas propre du tout. Le PDCI ne peut pas être propre en Côte d'Ivoire. C'est du siège du PDCI à Cocody qu'a été mis en place le commandeur invisible d'Abobo PK-18. Et c'était dirigé par des cadres du PDCI, que ce soit le numéro 2 et le numéro 3. Donc le PDCI n'est pas propre. J'ai fait la publication ce matin pour dire que j'allais faire une vidéo pour démontrer que le PDCI avait du sang sur les mains. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ben écoutez, vous avez soutenu IB à PK-18 sur le poste, c'est faux. Je n'ai jamais soutenu IB à PK-18, je n'ai jamais été membre du commando invisible. D'ailleurs, quand les jeunes du PDCI se sont réunis avec moi au siège du PDCI, avec KKB, avec d'autres personnes qui étaient avec moi, Eldorado, Zabi, Koulibaly Fana, les Marius Koudou et autres, les gens du PDCI, sont réunis avec moi pour parler de ce commando invisible et de l'arrivée des IB. Ben, moi, j'ai dit clairement à KKB, et il y a des témoins, que je ne suis pas avec IB, que j'étais en rupture avec Ibrahim Koulibaly. Mais ils ont continué leur schéma de mise en place de leur commando invisible à Bobo. Donc, il ne faut pas venir me dire quelque chose. Et d'ailleurs, sur ma page Facebook, vous pouvez aller voir que à un moment donné, j'ai pris position même contre le commando invisible. Je crois que c'est le 2 avril 2011. Vous pouvez fouiller dans les archives. Pour voir. Donc, arrêtez de dire n'importe quoi. Nous parlons du PDCI actuellement. Nous parlons de leurs actions dans le commando invisible. Nous parlons de leurs actions avec le MPIGO, avec Félix Do, Ndri Sinclair, membre du PDCI. Nous parlons des remerciements de M. Sidiki Konaté à Bédié pour le soutien financier à la rébellion, qu'il n'a jamais nié. Lui-même qui dit que Soro est son fils brave qui a battu Laurent Gbagbo. Mais il n'a pas battu Laurent Gbagbo à un jeu de damier ou d'échecs. Il a battu Laurent Gbagbo selon lui à la guerre. Donc il se félicitait du fait que Gbagbo a été battu par les armes. Donc c'est du PDCI. Alors qu'est-ce que vous venez nous raconter, monsieur Bédié a les mains propres? Oui, tous les généraux cachés ont les mains propres, ils ne sont pas au front. Tous les cerveaux ont les mains propres parce qu'il y a des bras exécutants qui exécutent ce qui profite, n'est-ce pas, à ces généraux cachés, à ces cerveaux. Oui, il y a des bras exécutants qui ont exécuté, il a mis le feu de la haine, de la division dans le pays et ça a donné ce que nous avons vu, des frères ivoiriens se tuant, s'entretuant parce que certains estiment qu'ils sont purs, ne doivent pas être dirigés par des impurs et autres. Ça, c'est le discours de Bédié. Avant ça, Houphouët-Boigny ne nous a pas enseigné ça. Quand vous dites à des gens qu'ils sont impurs, vous voulez qu'ils fassent quoi? Qu'ils acceptent de se soumettre à ce que vous présentez comme purs. Mais vous avez sémé la guerre. En Afrique du Sud, la guerre qu'il y a eu, c'est parce qu'il y a eu l'apartheid. Il y a des gens qui se considéraient supérieurs à d'autres. Donc quand vous sémez la haine, quand vous sémez les discours de ségrégation, de suprématie d'un groupe sur un autre, il ne peut avoir que la guerre dans le pays. Et ce que a dit Bob Marley dans sa chanson War. Tant que des gens considérant qu'ils sont supérieurs à d'autres, il ne peut avoir que la guerre.
tant que des gens vont considérer qu'ils n'ont pas les mêmes droits que d'autres, qu'ils ont plus de droits que d'autres sur cette terre des hommes, il ne peut y avoir que la guerre. Quand dans le même pays, des gens vont penser, ils vont croire, ils vont se convaincre qu'ils ne peuvent pas être dirigés, ils ne doivent pas être dirigés par d'autres personnes parce que ces gens-là sont des races d'origine sociale et inférieure, il ne peut y avoir que la guerre. Et donc Bédié est celui qui, au lieu d'unir les fils, au lieu de rassembler avec un discours de rassemblement, a semé la division dans le pays pour prendre en otage des groupes ethniques comme bouclier à l'abri, n'est-ce pas, duquel lui et son clan pillaient les ressources de la nation. Donc ça c'est un premier fait. Donc Bédié a du sang sur la main. L'autre propos de Denis Casion, je le regrette. C'est moi qui ai dit aux gens, ne parlons pas de l'âge de Bédié. Parce que je ne veux pas que des éléments identitaires entrent dans le débat politique. Je veux un jeu politique propre. Argument contre argument. Argument de rationalité contre argument de rationalité. Alors vous avez parlé de la question de la guerre. De manière rationnelle, nous avons démontré que Bédié a les mains plus sales que tous les présidents qui lui ont succédé, n'est-ce pas, réunis. C'est argument contre argument, c'est rationnel. Mais vous nous dites un autre argument, que la Côte d'Ivoire a besoin de son âge. Cher monsieur Casion, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de 86 ans. J'ai dit de ne pas parler de l'âge. Ne parlez pas vous-même de l'âge. Parce que l'âge là que vous présentez comme un atout n'est pas un atout, n'est pas un avantage pour Bédié. À 86 ans, on est fatigué. La retraite en Côte d'Ivoire, c'est 65 ans. Bédié lui-même a dit publiquement qu'à partir de 80, on ne peut plus, on ne doit plus être président. Ce n'est pas un âge où on doit rester au pouvoir. Lui-même, il a dit. C'est un engagement public. Il a dit, lui ne resterait pas au pouvoir au-delà de cet âge-là. Quand il se présentait à 75 ans. Et donc, quelqu'un qui a pris un engagement public, ce n'est même pas en privé avec quelqu'un, c'est devant la nation, devant les journalistes, des journalistes de RFI. Non, je crois que c'est TV5. La vidéo est en ligne d'ailleurs sur ma page. Donc, qui s'est engagé publiquement, mais qui revient sur son engagement public, ne tient pas parole. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, en français on appelle ça menteur, mais c'est un peu blessant. Je ne veux pas dire que c'est un menteur, mais c'est quelqu'un qui ne respecte, ce n'est pas un homme d'honneur, comme on dit. C'est-à-dire, tu ne respectes pas ton engagement public. Comment tu veux qu'on te fasse confiance et qu'on te confie notre destin? Quelqu'un qui ne respecte pas lui-même sa parole, donc qui est incohérent. Lui-même qui a dit que à partir de 80 ans, on ne peut plus diriger un pays parce qu'on est fatigué. Comment vous voulez que on puisse faire confiance à un pareil individu pour lui confier notre destin? C'est difficile. C'est-à-dire, toi-même, tu ne respectes pas ta parole. Toi-même, tu peux pas faire confiance en toi-même. Parce que tu dis une chose et tu fais le contraire. Comment tu veux que les autres te fassent confiance? Si ta parole d'honneur, ta parole que tu donnes publiquement, tu ne peux pas la tenir. Comment tu veux qu'on te fasse confiance pour te confier notre destin? Tu as pris un engagement public. C'est une parole d'honneur. Tu devrais respecter cette parole. Toi-même qui juges qu'à partir d'un certain âge, on n'a plus les facultés, les aptitudes physiques et intellectuelles pour diriger un pays, et tu viens dire qu'à cet âge-là, tu veux être candidat. Ça veut dire que toi-même, tu ne respectes pas ce pays. Ça veut dire que toi-même, tu n'as aucun respect pour les Ivoiriens. Ça veut dire que toi-même, tu sais que tu n'as pas les facultés, mais tu veux être à leur tête. Tu ne choisis pas quelqu'un d'autre pour lui confier ce que tu as comme expérience ou comme vécu, comme idée. Mais tu veux, en dépit de tes défaillances physiques et intellectuelles, être à la tête de ce pays-là. Ça veut dire que tu n'as aucun respect pour ce pays. C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Alors, quand M. Casion
ses propos, nous dit que Bédié alors, non. Quand M. Casion nous dit que, laissez-moi relire, on a besoin de son âge, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de l'âge de Bédié, c'est un handicap. Je le dis hein, pour avoir quand même un certificat en géronto, hein, quand on se retrouve à plus de 86 ans, hein, c'est un âge où on est fatigué. C'est un âge où la personne même souvent fait pipi, comme on dit, sur elle-même. Où la personne a ses sphincters relâchés. Où la personne souvent est obligée de porter des couches. On assiste cette personne, on soigne cette personne. Où la personne est fatiguée. Ce qui reste à vivre à cette personne-là est moins que ce qu'elle a déjà vécu. On accompagne cette personne. Ce n'est pas à cette personne-là de diriger un pays. C'est une personne qu'on accompagne. Et je l'ai dit, je ne vais pas parler de son âge, mais vous avez tous été témoins. Bédié allant faire le Yako, présenter ses condoléances chez Bani, qui ne pouvait même pas monter une marche d'escalier. Nous tous on l'a vu, on était obligés de le tenir. Mais un individu pareil, tu viens nous dire son âge est un atout pour la Côte d'Ivoire. Mais quel atout? Il ne faut pas insulter les Ivoiriens. C'est pourquoi je vous ai dit, mettez l'âge en dehors du débat politique, parce que ça ne peut pas être à l'avantage de votre candidat. Ça ne peut pas être à l'avantage. Quelqu'un qui est assis au bout d'une heure, il dort tout seul. Parce qu'il ne peut pas maintenir sa vigilance constante pendant plus de 2 heures. Il est fatigué. C'est un bouteflika, c'est-à-dire ce sont des sortes de momies qu'on met là, que d'une classe politique met là pour piller tranquillement. On met l'individu là comme figure de proue. Elle est là et puis bon, chaque soir on vient, ah le vieux ça va, bon voilà, et puis bon, chacun vient raconter ce qu'il veut. On met un individu là et puis bon, on l'entoure avec un clan qui pille. Il devient une sorte de figure qu'on vend. Parce que de manière tribale, il y a des gens qui vont se reconnaître en cette figure. Mais en réalité, c'est un clan qui est derrière, qui veut voler, qui veut piller, qui veut s'adonner à de la prévarication dans le pays. Sinon, Bédié lui-même, il sait, et tous ceux qui sont autour de Bédié savent que Bédié ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire. Son âge ne permet pas à Bédié de diriger la Côte d'Ivoire. Ses capacités physiques ne permettent pas à Bédié de diriger la Côte d'Ivoire. Et lui-même le dit dans sa dernière déclaration, je suis vieux. Et je ne suis même pas sûr de terminer le mandat si je suis élu. Mais en fonction de la Constitution, on avisera. Mais nous, on n'est pas là pour faire des paris sur bon, je ne veux pas rentrer dans des choses qui seront perçues comme des propos qui ne sont pas courtois. On n'est pas là. La Côte d'Ivoire est en compétition avec des pays. La Côte d'Ivoire est en compétition avec des jeunesses dynamiques. D'autres pays, des présidents dynamiques, des gens qui peuvent faire des réunions pendant 10 heures pour gérer déjà tous les appels de tous les préfets du pays pendant une journée, avoir le point, gérer les questions militaires, gérer les questions économiques, gérer les questions d'aménagement du territoire, gérer les questions de conflits dans des villages à gauche et à droite, dans des villes et autres. Gérer des questions de projection sur 20 ans, sur 30 ans de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand on n'a pas les aptitudes pour le faire, on va dire non, bon, il y a un problème à Divo, monsieur le préfet appelle pour faire le point, comme on fait tous les soirs, et puis c'est tous les préfets qui doivent rappeler, et puis bon, lui il est en train de dormir. Bon, il y a un problème d'économie qui se pose, hein, comment faire la planification du développement sur 30 ans. Bon, lui-même, son cerveau est calibré sur une vie qui ne peut pas dépasser 15 ans. Et puis on lui dit de faire une projection sur 100 ans. Bon, bref. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Donc je voudrais dire à M. Casion, il faut, dans vos arguments, moi je vous donne un conseil. Retirez l'âge. Parce que vous donnez le bâton à vos adversaires pour vous affaiblir. Parce que c'est un élément de faiblesse.
N'utilisez pas ça comme un atout. Sinon, vous donnez des arguments, vous légitimez le débat sur l'âge de Bédié et ce n'est pas un débat à son avantage. Quand tu vas aller dans un combat, sur un terrain où tu es faible, il faut amener le débat sur le terrain où tu es fort. Mais ne descendez pas vous-même sur le terrain où vous êtes faible. Ce n'est pas intelligent de votre part. Vous parlez d'expérience de Bédié. Bédié à son âge a oublié toutes ses expériences. Bédié lui-même à son âge là, il a oublié toutes ces expériences dont vous parlez. Lui-même ne se souvient même pas de ce qui s'est passé au niveau des complexes sucriers. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Oufou le chasse? Lui-même il a beaucoup d'expériences, il a oublié. Donc vous voulez... Bref. Alors, quel était l'autre argument de M. Casion? Alors, de son expérience, de ses mains sans une seule tache de sang. Donc, j'ai démontré que le monsieur, il a le cerveau entaché de sang. Hein? La jeune génération a gâté le pays. Mais Bédié a contribué à gâter ce pays-là. Il était à toutes les discussions. Il était au début. Il était au milieu et il est à la fin. La guerre de 2010, il était là, il était au Golfe. C'est lui qui a demandé aux Français de bombarder le palais de Gbagbo. Donc il ne peut pas dire qu'il n'a pas participé à gâter le pays. En 2005, il était comment on appelle, à la formation du RHDP à Paris. Il était au membre du G7. Des éléments qui se reconnaissaient en lui étaient du Mpigo. Son parti était dans le commando invisible, les cadres de son parti. Donc quelle génération? Il était de toutes les générations. Et c'est lui d'ailleurs qui a gâté le pays avec le discours d'ivoirité dont la Côte d'Ivoire n'avait pas besoin. Les gens vivaient en paix, en harmonie. C'est lui qui est venu créer la ségrégation, la division, la hiérarchisation, la suprématie dans, n'est-ce pas, les perceptions. Alors, donc, il faut arrêter de dire des contre-vérités. Donc, la jeune génération a gâté le pays. Non, c'est pas vrai. C'est Bédié et sa génération qui a contribué à gâter le pays. C'est eux qui ont sémé la guerre. C'est eux qui ont sémé la haine, la graine de la haine dans le pays. C'est eux qui ont armé les bras, n'est-ce pas, et les cerveaux des bras qui ont exécuté. Donc, cet argument-là ne tient pas. Alors, la jeune génération a gâté le pays, la grande et belle génération de l'espérance et de l'amour partagé. L'amour, aime ton prochain comme toi-même, disait Jésus de Nazareth. Bédié n'a pas demandé aux Ivoiriens d'aimer leurs prochains. Il a dit que certains de leurs prochains étaient impurs. Non, il ne peut pas être de la génération de l'amour. Il est de la génération de la haine. Celui qui a amené la haine dans ce pays. Quelle expérience! On a vu la gestion du PDCI. Donc cette gestion-là ne peut pas être présentée comme une expérience positive, satisfaisante. Donc on ne peut pas vouloir reproduire, n'est-ce pas, cette expérience de la gestion de Bédié. Et je l'ai dit, je le dis sur la base objective. On parle de l'adressage. Bédié n'a rien fait en matière d'adressage. On parle de la déclaration des ressources. Bédié n'a rien fait. On parle de la bancarisation obligatoire, Bédié n'a rien fait. On parle de l'identification citoyenne, Bédié n'a rien fait. On parle de la ségrégation entre la fonction publique et la fonction privée, où des acteurs tels que les commerçants, les paysans n'ont pas droit à la retraite, n'ont pas droit à la santé. Tout ça, c'est sous Bédié. Donc, qu'est-ce que Bédié va fabriquer de nouveau en Côte d'Ivoire? Des 20 dernières années où Bédié était aux affaires, ce qu'il n'a pas pu faire. C'est pas maintenant, il va le faire. Bédié était président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire. Quelles sont les lois positives, les lois sociales qui portent le nom de Bédié ou, n'est-ce pas, l'empreinte de Bédié? De sorte que on va réclamer cela comme une expérience positive à reproduire. Des gens dépassés, des gens du passé. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, il nous parle de quoi? Jeune génération a gâté le pays, la génération de l'espérance et de l'amour partagé. Quel amour partagé? Non seulement il a partagé la haine dans le pays, mais même les richesses du pays étaient partagées entre lui et son petit clan. Et ses enfants qui géraient la filière du riz et autres.
Les richesses du pays étaient partagées dans le clan du PDCI. Et avec quoi en Côte d'Ivoire comme action sociale? Aujourd'hui, on parle de filet social. C'est-à-dire donner une partie des richesses du pays aux pauvres. C'est aujourd'hui ça apparaît dans l'histoire. Nous, on a parlé de cela depuis combien 10 ans et autres, en parlant de RMV, revenu minimum vital. Mais Bédié était au pouvoir. Est-ce qu'on pouvait s'imaginer même que cela soit mis en place? Oufoué, en son temps, a mis en place ce qu'on appelait les VS, vagabonds salariés, pour les désœuvrés, les Louba et autres qui recevaient 20 000 francs par mois. Mais quand Bédié est arrivé au pouvoir, il n'y avait aucune action sociale. Donc, quelle expérience, quel bonheur partagé, quel social partagé, quel amour partagé. Bédié n'avait pas d'amour pour les Ivoiriens. Il avait de l'amour pour lui, son clan, sa famille. On parlait même lorsque Guy Robert a pris le pouvoir de douches tapissées de billets de 250, de pièces de 250 francs. Sans compter le vol, le détournement des fonds de l'Union européenne, où on a vu des surfacturations des lampes tempêtes, des surfacturations d'ampoules et autres. Alors, l'amour partagé, la courageuse génération de la paix. Quelle paix? Quand vous avez mis en place la guerre dans le pays, vous n'êtes pas une génération de la paix, vous êtes une génération de la haine qui a entraîné la guerre dans le pays. De la cohésion nationale. Cohésion nationale. Quelqu'un qui a sémé la division avec l'ivoirité parle de cohésion nationale. C'est-à-dire, toi-même, toute ta politique a été la division des Ivoiriens. C'est-à-dire, tu es venu, non pas avec un projet de société, un programme de gouvernement, hein, mais tu es venu avec une idéologie nazie tropicale qui était l'ivoirité. Et tu parles de cohésion nationale. Cohésion de qui? D'un clan, d'un groupe ethnique contre un autre? C'est ce qu'on appelle la division. Donc vous avez été la génération de la division, de la honte. On ne veut pas de ça, on ne veut plus de ça dans notre pays. Cette division-là. Avec l'onction du peuple. Quel peuple qui va vous donner son accord, son onction pour reproduire ce que vous avez fait là? Ce que vous avez fait qui est abominable. Ces espoirs en elle. Quel espoir? Qui peut placer son espoir à des décadents? Qui peut placer son espoir en des personnes décadentes? Des gens du passé. Dans l'anachronisme. Dans la banqueroute. Vous avez mis le pays en faillite. Qui va placer son espoir en vous? Vous voulez un débat civilisé? Posons le débat civilisé. Nous allons décortiquer, nous allons déconstruire, nous allons analyser tous vos propos et vous dire la vérité sur ça pour que les Ivoiriens soient éclairés. Donc vous, PDCI actuel que je vois là, vous ne pouvez pas, sur le plan argumentatif, n'est-ce pas, mener des débats pour que des gens adhèrent, n'est-ce pas, à votre candidat, à plus forte raison, à votre idéologie et à votre parti. Ce n'est que des individus sur la base ethnique, des gens non éclairés qu'on peut manipuler avec des sentiments qui vous suivent de manière grégaire. Et autour de ce PDCI-là gravite un conglomérat multi-ethnique de petits mafieux qui présentent, n'est-ce pas, leur Bouddha, leur, comment on appelle, petit fétiche vieillissant là, comme figure de proue autour duquel ils appellent à une adhésion juste pour pouvoir voler librement dans le pays. C'est tout. Les Wassena que nous avons connus comme ministre de la Sécurité, eux veulent être encore ministres. 25 ans après, vous voulez encore être ministre. Il y a un moment donné, il faut se reposer. Céder la place aux jeunes qui sont là. Hein? Céder la place. À un moment donné, céder la place. Chez vous, au PDCI, c'est à 60 ans qu'on a la maternelle. Ceux qui ont 40 ans, eux-mêmes, ça, ils ne sont pas encore nés. Ça, c'est le PDCI. C'est-à-dire des gens d'une autre époque, des ancêtres, veulent diriger la génération actuelle et leurs enfants. Donc, ne venez pas nous dire que l'âge est un atout. Je vous ai dit, retirez l'âge des débats parce que ça peut vous être fatal. Parce que Bédié lui-même, il sait qu'il est fatigué. Vous-même, vous savez qu'il est fatigué. Vous-même, vous savez qu'il ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire. Mais nous ne voulons pas parler de ça. Nous voulons parler du PDCI. Nous voulons parler de l'idéologie de Bédié. Nous voulons parler de ces discours actuels
C'est sa stratégie discursive qui est d'inciter à la haine. Alors, comme je l'ai dit, Gbagbo n'a fait que reprendre un palabre qui n'était même pas son palabre. Hein? Mon frère, le camarade Laurent Gbagbo, c'était un camarade à nous, c'était un socialiste, mais qui par opportunisme est venu récupérer une situation créée par Bédié. Un prête-moi ta palabre, comme on dit chez nous. C'est tout. Sinon, la haine, là, c'est Bédié qui a envoyé. La division tribale, là, Gbagbo, c'était un socialiste. C'est Gbagbo a combattu le discours d'ivoirité de Bédié en qualifiant ça de discours de nazisme tropical. Mais c'est par opportunisme politique. Parce qu'il s'est dit, peut-être, et je me mets dans sa tête, ce peuple-là n'est pas prêt. C'est-à-dire que tu l'amènes sur le terrain idéologique pour lui présenter ses vrais ennemis de classe. Mais quelqu'un peut se lever pour venir avec le discours ethnique, détourner ce peuple-là de ses propres réalités. Les gens ne parlent pas de leurs propres problèmes. Ils parlent de Ouattara, ils parlent de il est impur, alors que c'est la même bourgeoisie locale qui est en train de mener des combats, n'est-ce pas, internes, et en train de drainer le peuple, exploité dans un combat qui n'est pas le sien. Donc, des gens qui parlent de leurs problèmes, eux-mêmes ça ne les préoccupe pas. Ils parlent d'ethnie et autres. Mais si c'est ce qu'ils comprennent, alors il faut leur tenir ce discours qu'ils comprennent là, si ça peut m'aider à prendre le pouvoir. Voilà le schéma de Gbagbo. Voilà comment il a repris ce discours-là, dans lequel il s'est lui-même enfermé. Et d'ailleurs, il a du mal lui-même là à rentrer dans ce jeu-là. Ce sont ses lieutenants, les Odette Lorignon, les Lida Kwasi et autres là, qui font le travail. Et puis lui, il en profite en tant que chef d'orchestre. Sinon, lui-même, il a du mal à rentrer dans ce type de discours. Parce que fondamentalement, il n'est pas raciste. Fondamentalement, il n'est pas ethniciste. Mais il le fait par opportunisme politique, par stratégie politique. Mais celui qui y croit vraiment là, celui qui est convaincu de cette haine là, c'est Laurent, comment on appelle, Henri Konan Bédié. Lui, il est convaincu de ça. Lui, il y croit, il y adhère totalement. Mais Gbagbo, c'est par opportunisme, il le fait et ça s'est refermé sur Gbagbo, c'est tout. Sinon, l'initiateur, c'est Henri Konan Bédié et tout le monde le sait. Moi, mes amis, les Bleu Goudé là, quel que soit ce qui nous divise, je sais que Bleu n'est pas haineux. Je sais, il peut utiliser la haine, mais fondamentalement, la Bleu, avec lequel j'ai mangé dans la même assiette, on a dormi dans les mêmes chambres et autres, je sais qu'il n'est pas haineux fondamentalement. Mais, politiquement, sur le plan politique, il peut instrumentaliser. Et d'ailleurs, c'est difficile même de voir Bleu sur ce terrain-là. C'est bon, ça arrive. Généralement, quand il fait ses attaques, c'est anti-impérialiste et tout ça. Mais bon, il ne rentre pas très généralement dans ce schéma tribal. Mais le FPI, dans une de ses franges, je dis aujourd'hui une de ses franges, parce que quand vous voyez Affi N'Guessan, son discours n'a rien à voir avec ça. Affi N'Guessan est dans le programmatique. Même s'il n'a pas cette dimension populiste et tribale du FPI avec lui, mais vous sentez une certaine maturité politique chez Affi N'Guessan, qui ne rentre pas dans le discours, dans l'idéologie identitaire, mais qui pose, n'est-ce pas, qui se pose dans une opposition programmatique. Voyez-vous? Ben, je veux dire, donc on se connaît dans ce pays, on sait un peu quelles sont les tendances des uns et des autres, pourquoi certains basculent dans l'identitaire, parce qu'on peut s'en servir, on peut faire l'économie devant un peuple qui ne comprend pas forcément le programmatique, vous allez analyser le discours libéral et pour montrer que cette libre concurrence où l'État se désengage ne peut profiter qu'à un petit clan capitaliste libéral qui ne va faire que de profit et du profit. Et mais le peuple n'a pas le temps de comprendre ça. Souvent vous allez venir parler de la monnaie, de la souveraineté monétaire et autres. Les gens n'ont pas le temps de comprendre ça. Donc souvent le raccourci, c'est de dire lui là il n'est pas beau, il est sale, il est mal habillé, il n'est pas de la bonne ethnie. C'est ce que les gens comprennent parce que bon, on est dans une sorte de coupé décalé où il faut se clasher, il faut rester sur le superficiel. Donc l'une des dimensions superficielles avec lesquelles les gens mobilisent facilement, c'est l'ethnie. Lui là, il est sale. Lui là, c'est un Burkinabé. Faut pas voter lui là parce que ceci, c'est les purs, les impurs et autres. Mais Bédié, lui, il y croit. Il y en a qui l'instrumentalisent.
Il y en a qui ont réutilisé ça parce qu'ils se sont dit, le peuple entend ça. Il comprend ça. C'est ce que le peuple veut entendre. Les gens y adhèrent d'une certaine façon. Donc, il y a certains qui vont sur ce chemin, pas par conviction, mais par opportunisme. Mais des gens comme Bédier, là, des gens comme les gars du PDCI, là, ils y croient. Et c'est avec cette idéologie qu'ils qualifient des gens comme les Aoussou de sang impur. Le bon sang ne ment pas. Bref, je voulais revenir à notre débat initial pour dire à occasion, et c'est sur ça que je vais m'arrêter. Moi, je suis prêt à mener le débat avec les gens du PDCI partout. Partout où vous êtes, vous ne pouvez pas nous battre dans le débat rationnel. C'est pas possible. C'est pas possible parce que vous avez au pouvoir. Nous, au CPI, on n'a jamais géré le pays. On est bien placé pour vous critiquer. Nous là, on a vécu sur Oufoué, sur Bédié, sur Guéhi, sur Gbagbo, sous le régime de Ouattara. Non, on est bien placé, on connaît l'histoire de ce pays. Personne ne peut nous mentir. Et on sait, nous on était torturés sous le régime de Bédié par les Wassena. Que les maillots, commando n'a pas pitié. Voilà comment on nous maltraitait. Alors, donc, qu'est-ce que vous allez nous dire? Vous êtes des démocrates? Vous êtes... ah non. Ce sont des gens qui ont un esprit de parti unique. Des gens qui nous vendaient la carte de mai ici obligatoirement. Mais quand Bédié était au pouvoir, mais c'était... Ça dit, il y avait la haine dans le pays. Et puis, il était violent. Violent, il faut mater les gens à la RTI. Je me souviens encore de nos marches. Comment Wassena partait à l'université, il bouclait, il avait une technique, il appelait ça bouclage ratissage. Les anciens savent. Bouclage ratissage, c'est-à-dire il boucle tout un quartier et puis il ramasse tout le monde, il va nous verser à l'école de police pour nous faire tabasser, torturer. On met des gens nus, on enlève ton caleçon devant tes amis et tout ça. C'est comme ça que nous avons connu la salle, la maison blanche de l'école de police, la salle des tirs et autres où nous étions internés. Ou pour nous torturer, ils venaient avec les sardines, les trucs, les repas froids. Hein, ils nous faisaient croire qu'on va manger. Ils nous insultent et puis après ils retirent tout le repas froid et ils s'en vont. Et ils nous donnent des grains d'arachide, les petits sachets là. Chacun allait partager ça entre vous. Et un sachet d'eau, on devait partager ça entre nous à boire. Des gouttes. Ce monsieur qui venait se féliciter d'avoir fouetté et Aboudraman Sangaré, il dit mais je l'ai chicoté et puis ça n'ira nulle part tant que nous dirigeons ce pays. L'affaire Afakaya, les anciens savent de quoi je parle. On a vu comment ils ont tué le directeur des publications du journal Libération, qu'ils n'ont pas de sang sur la main. On a vu comment le directeur du journal Tassouma a été, même leurs journaux ont été cassés. Bref. Donc, c'est pour vous dire que, chers frères, chères sœurs, il ne faut pas vous laisser tromper par des propos de propagandistes du journal du PDCI. Non, non, il ne faut pas se laisser tromper. Disons-nous la vérité. Allons-y à la paix. Mais allons-y à la paix dans la vérité. Hein? Du nouveau réveil, déjà du nouveau réveil. Allons-y dans la paix, dans la vérité. Allons-y dans la réconciliation, dans la vérité. Le PDCI a été aux affaires où on a vu comment le PDCI a géré le pays. Et le PDCI ne peut pas revenir au pouvoir. Si le PDCI revient au pouvoir avec les mêmes discours de Bédié, mais les mêmes choses produisent, n'est-ce pas, les mêmes effets. Donc, ils vont envoyer le pays encore dans la guerre. Ils vont façonner les consciences pour envoyer le pays dans la guerre. On ne veut pas de la guerre. C'est eux qui ont envoyé la guerre dans le pays. C'est eux qui ont envoyé ces discours-là. Et ils n'ont même pas encore décidé de se libérer, de se départir de ces discours-là. Ils n'ont pas abandonné ces discours. Donc, ce qu'ils vont faire, là, ça va envoyer la même chose. Donc, si on veut vraiment la paix, il faut une nouvelle génération.
Il faut des gens qui pensent autrement. Il faut des gens qui veulent vraiment réconcilier les Ivoiriens, qui ne viennent pas un matin dire à quelqu'un, toi tu es pur, toi tu es impur, toi tu as le droit d'avoir un emploi, toi tu n'as pas le droit d'avoir... Non, il faut des gens qui rassemblent, des gens qui partagent, des gens qui aiment vraiment le peuple dans son entièreté, sans faire des différences. Des gens qui vont condamner ce type de discours. Pour dire, dans ce pays-là, il n'y a pas un Ivoirien qui est supérieur à un autre Ivoirien. On est tous la même chose. Si tu as le BPC, tu passes le concours de BPC. Si tu es le plus brillant, tu vas. C'est toi qui es admis. Donc c'est la compétence. Il faut partager ce que nous avons, qui est à nous tous. Ne pas donner uniquement à un clan. Les marchés publics, pas à un seul clan. Les licences d'exploitation, pas à un seul groupe. Ainsi de suite. Il faut faire en sorte que l'école ne soit pas le lieu de la hiérarchisation, de la conservation de la hiérarchie des classes. On ne va pas bloquer quelqu'un parce que ses parents n'ont pas d'argent pour payer des inscriptions à 600 000, 700 000. S'il est intelligent, l'État, la société doit lui donner la possibilité d'aller jusqu'au bout pour servir la société en retour. Mais on ne doit pas mettre des conditions d'argent pour bloquer certains et permettre à d'autres qui ne sont pas forcément plus brillants d'aller être ceux qui dirigent les plus faibles économiquement, mais qui souvent sont très brillants. Ce sont des talents que l'État perd, que la nation perd. Nous voulons une autre Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire moderne. Une Côte d'Ivoire où il y a l'adressage obligatoire. Ça ne coûte rien. C'est une décision. Une Côte d'Ivoire où il y a la bancarisation. Chaque citoyen a un compte bancaire. On n'a pas besoin pour un compte d'épargne de prendre de l'argent, des frais de gestion d'un compte d'épargne. Jamais. Le compte d'épargne doit générer, n'est-ce pas, des intérêts pour celui qui met de l'argent dedans. Non seulement pour éviter la thésaurisation, mais parce que l'État utilise ces comptes d'épargne-là pour les logements sociaux, et ainsi de suite. Mais ça permet aussi, comme chacun a un compte, quand on veut faire du social, on sait qu'on verse l'argent sur le compte d'un individu qui est identifié, qui a un compte et la banque centrale peut contrôler les surendettés et autres. Donc on rentre dans la modernité. Nous voulons un État où il y a la déclaration des ressources pour qu'on sache qui est pauvre réellement et qui est riche. Comme ça, quand on veut faire du social là, on n'envoie pas l'argent sur Orange Money des gens qui ont déjà l'argent. Mais on sait qui est pauvre, qui est riche et ce sont les... comment on appelle, les travailleurs sociaux qui, n'est-ce pas, donnent soit des bons, soit de l'argent ou la caisse d'allocation familiale qui donne de l'argent. Voilà, donc nous voulons un État moderne. Nous voulons une administration moderne où quand tu déposes un dossier, ton dossier est suivi. Au bout d'1 mois, l'agent qui est là t'appelle, monsieur, voilà, vous devez venir parce que votre dossier est à tel niveau. Quand au bout de 4 mois, ton dossier n'est pas traité, tu as le droit de saisir l'administration et de poursuivre l'administration en justice. Parce que ton dossier n'a pas été traité au bout de 3 mois ou au bout de 4 mois. Il faut que le citoyen ait des droits. Et que l'agent qui travaille là sache qu'il a des obligations. Il ne va pas pour travailler puis il prend les dossiers et les empile. Si tu veux, tu viens suivre ton dossier. Non, il faut que lui qui travaille là fasse le suivi parce qu'il est payé par le contribuable pour ça. Nous voulons un État moderne. Où quand tu déposes un dossier, il y a un numéro de suivi, il y a une fiche qui est ouverte comme on le fait à l'hôpital. Hein? On ouvre, n'est-ce pas, un dossier pour l'individu. Une cible. Et la cible n'est fermée que lorsque le dossier a fini d'être traité. On veut moderniser. Il faut moderniser ce pays. Donc, numéro identifiant unique de la naissance à la mort de l'individu. Bancarisation obligatoire. Gratuité pour les malades de longue durée. Diabète, les maladies chroniques et autres. Parce qu'un citoyen ne doit pas travailler toute sa vie pour utiliser son argent pour payer des médicaments. Soit on forme une communauté, une société, on forme une nation. Eux, on aide les plus faibles. Soit on n'est pas une nation, chacun se cherche. Mais si nous sommes une nation, les plus faibles d'entre nous doivent être soutenus par la collectivité. C'est pourquoi nous disons que ceux qui ont les maladies chroniques doivent être soutenus à 100% parce qu'un individu ne doit pas travailler uniquement pour payer des médicaments. Il faut qu'il puisse vivre. Et donc on met en place une sorte de tontine pour soutenir les plus faibles.
les diabétiques, les personnes qui ont des maladies du rein, des maladies du sang, les cardiopathies, etc. Il faut moderniser ce pays. Il faut aller de l'avant. Il faut digitaliser, n'est-ce pas, certains services. On n'a pas besoin de se lever de Logoualé à Abidjan pour avoir un formulaire. Ça doit finir ça, c'est fini. Mais ça ne peut se faire que par des gens d'une autre génération, mais pas par ces gens du passé. Ils ne savent même pas ce que c'est. Alors, je voudrais m'arrêter là, chers compatriotes, et vous dire que la lutte continue. Nous allons continuer à élever le niveau de conscience politique de notre peuple. Adhérer massivement au CPR. Adhérer massivement au CPR parce que nous avons des idées nouvelles. Nous sommes porteurs d'innovation, de modernité. Nous voulons le changement dans notre pays. Pourquoi nous disons, il faut adhérer à nos idées. Et vous-même, faites des propositions de nouvelles idées. Nous voulons co-construire avec vous une nouvelle Côte d'Ivoire. Nous voulons bâtir avec vous une Côte d'Ivoire de justice. Une Côte d'Ivoire d'équité. Une Côte d'Ivoire des richesses partagées. Nous voulons une nouvelle Côte d'Ivoire. Nous voulons une Côte d'Ivoire unie, où les discours de haine sont bannis. Où nous sommes frères, l'égalité, la fraternité, la justice. Je voudrais donc m'arrêter là pour aujourd'hui et dire que nous n'avons pas encore pris la décision au niveau de l'élection présidentielle. Nous ferons une convention en bonne et due forme et nous déciderons s'il faut soutenir notre propre candidature ou s'il faut se mettre dans une alliance plus large. Et si ça doit arriver, ça doit se faire à travers des accords de gouvernement et de gouvernance. Ce ne sera pas on soutient tel parce que non. Nous allons dire ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes prêts à faire ceci ou cela? Sinon, nous-mêmes, nous porterons notre projet devant les Ivoiriens et les Ivoiriens nous diront s'ils sont d'accord ou pas avec ce projet. Ben, nous disons que d'ici là, d'ici donc cette convention de désignation de notre candidat, nous disons tous ceux qui viendront mentir, chercher à falsifier l'histoire seront combattus. Tous ceux qui viendront s'aimer la haine dans le pays, la division, seront combattus. Parce que nous sommes pour le progrès. Nous sommes pour rationaliser le débat politique. Nous sommes contre la haine, contre les haineux, contre les identitaires, contre les nazis. Parce que nous voulons éclairer le peuple. Nous voulons parler à l'intelligence du peuple, à la conscience du peuple, à la logique du peuple, et non aux peurs du peuple, et non à l'instinct du peuple, et non à la haine du peuple. Nous voulons bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle, fraternelle. La lutte continue. Salutations à vous tous. À très bientôt.